Bienvenue. Aujourd'hui, on part en exploration dans les entrailles de notre planète. On va s'intéresser aux forces colossales qui la sculptent de l'intérieur, ces fameux processus géologiques internes. On a épluché pas mal de notes et de documents pour préparer ça. Bonjour. Oui, un sujet fascinant. Notre mission, si on peut dire, comprendre ce qui se trame sous nos pieds. D'où vient le magma, comment il façonne les volcans, et puis comment la chaleur, la pression, comment tout ça transforme les roches, comment naissent les montagnes. Beaucoup de questions. Exactement. Et l'idée, c'est surtout de relier tous ces points. On va voir que la formation du magma, le type d'éruption, la transformation des roches en profondeur. Le métamorphisme, c'est ça? Oui, voilà, le métamorphisme. Et même la naissance des chaînes de montagnes, tout ça est intimement lié. On va essayer de démêler un peu tout ça, en partant du cœur brûlant de la Terre pour remonter. Parfait. Alors, pour commencer ce voyage, parlons de cette fameuse matière en fusion, le magma. Qu'est-ce que c'est, au juste? Le magma, Si je résume nos infos, c'est bien plus qu'une simple soupe de roches fondues, n'est-ce pas? C'est un mélange assez complexe. c'est tout à fait ça. C'est du liquide brûlant, oui, mais il y a aussi des cristaux déjà formés dedans. Ah oui, Oui, et des bouts de roche qu'il arrache sur son chemin, on appelle ça des xénolithes, et surtout des gaz. Beaucoup de gaz dissous. comme quoi, par exemple? De la vapeur d'eau, du CO2, du H2S, ça dépend des contextes. D'accord. Et la composition de ce mélange, surtout sa teneur en silice, le SiO2. La silice, comme dans le sable? Oui, c'est un composant majeur du sable, du quartz. Eh bien, cette teneur en silice, ça va tout changer. C'est un peu le chef d'orchestre des propriétés du magma. C'est-à-dire? Plus il y a de silice, plus le magma est visqueux. C'est simple. Imaginez la différence entre du miel très épais et de l'eau qui coule. D'accord. Les magmas riches en silice sont comme le miel. Et paradoxalement, même s'ils sont plus visqueux, ils peuvent être moins denses. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'ils piègent beaucoup de gaz, un peu comme une boisson gazeuse, quoi. Les bulles de gaz diminuent la densité globale. Intéressant ce paradoxe. Et comment une roche solide se met-elle à fondre là-dessous? Il ne suffit pas qu'il fasse chaud. Ben, la chaleur est essentielle, bien sûr. Ça, c'est le premier mécanisme. Si la température dépasse un certain seuil, hop, la roche commence à fondre. Logique. Mais il y a deux autres façons, et c'est là que ça devient crucial pour comprendre où le magma se forme. Deuxièmement, diminuer la pression. Diminuer la pression. Oui, la décompression. Imaginez que vous pressez quelque chose très fort pour le maintenir solide. Si vous relâchez la pression d'un coup, il peut se liquéfier. Mhm. C'est ce qui se passe quand les roches du manteau remontent rapidement vers la surface. La pression baisse et ça fond. D'accord. Et la troisième méthode? C'est l'ajout d'eau. L'eau, même en petite quantité, agit comme un fondant. Elle s'infiltre dans la structure des minéraux et elle abaisse leur température de fusion. Ah oui. Oui, c'est un peu comme mettre du sel sur la glace pour la faire fondre plus vite. Mais bon, là, c'est à des températures et des pressions gigantesques. D'accord. Chauffer plus, presser moins ou ajouter de l'eau. Et où est-ce que ces conditions sont réunies sur Terre? J'imagine que ça a un lien avec la fameuse tectonique des plaques. Absolument. C'est la tectonique des plaques qui crée ces conditions spécifiques. Prenez les dorsales océaniques, par exemple. Les chaînes de montagnes sous-marines où les plaques s'écartent. Exactement. Là, le manteau remonte pour combler le vide. Du coup, la pression chute brutalement. Et c'est la fusion par décompression qui domine. Ah, d'accord. Ça produit des quantités énormes de magma basaltique. Peu visqueux, pauvre en silice. C'est là que naît la majorité de la croûte océanique, en fait. Logique. Et aux endroits où les plaques se rencontrent et l'une passe sous l'autre. Les zones de subduction? Alors là, c'est plutôt le troisième mécanisme qui entre en jeu, l'eau. L'eau. Comment ça? La plaque qui plonge, la plaque océanique, elle entraîne avec elle de l'eau. De l'eau piégée dans les sédiments, dans les minéraux hydratés. Mhm. En s'enfonçant, elle se réchauffe, elle subit plus de pression. Et elle libère cette eau. L'eau remonte dans le manteau juste au-dessus. Et ça fait fondre le manteau. Exactement, ça abaisse son point de fusion. Et hop, du magma se forme, souvent basaltique au départ. Mais après J, il devient comment? Ce magma doit traverser toute l'épaisseur de la plaque supérieure. Si c'est une croûte continentale épaisse, il peut digérer, assimiler des roches riches en silice en montant. Du coup, il change de composition. Voilà, il peut devenir plus visqueux, plus andésitique, voire granitique si la croûte fond aussi.
Et c'est ça qui crée les volcans explosifs, des arcs comme les Andes ou le Japon. Passionnant. Et il y a aussi ces volcans un peu isolés au milieu de nulle part, comme Hawaï. Ça vient d'où, ça? Oui, ça, ce sont les points chauds. On pense qu'ils sont liés à des remontées profondes de matière très chaude, du manteau, des sortes de panaches. Des panaches? Oui. Quand ce panache arrive sous une plaque, même loin des bords, eh bien, la chaleur et la décompression font fondre la roche. Ça donne typiquement du magma basaltique très fluide. D'accord. Et pourquoi ça fait des chapelets d'îles comme à Hawaï? Ah, c'est parce que le point chaud est plus ou moins fixe, mais la plaque, elle bouge au-dessus. Donc ça crée un alignement d'îles volcaniques, un peu comme si on poinçonnait une feuille qui défile. Malin. La plus jeune est sur le point chaud? Exactement. Et les autres s'en éloignent et montrent la direction du mouvement passé de la plaque. Une fois formé, ce magma a tendance à remonter. Pourquoi? C'est juste une question de densité? Exactement. C'est le principe d'Archimède, version géologie. Le magma liquide est généralement moins dense que les roches solides qui l'entourent. Donc il flotte, il cherche à monter vers la surface, tout simplement. Et c'est là qu'on arrive au volcan. J'imagine que le type d'éruption dépend directement du type de magma qui arrive en surface. Ce fameux lien silice-viscosité doit jouer un rôle clé. Tout à fait. C'est fondamental pour comprendre le comportement des volcans. Les magmas basaltiques, donc pauvres en silice, sont très fluides. Comme de l'eau chaude, presque? Enfin, très fluides pour du magma. Les gaz s'en échappent facilement, du coup les éruptions sont dites effusives. Ça coule. Ça forme de vastes coulées de lave, parfois sur des kilomètres. Et ça donne quel type de volcan? Ça construit des volcans aux pentes très douces. On les appelle les volcans boucliers, comme à Hawaï justement. Et à l'autre extrême, les magmas très riches en silice, très visqueux, comme du miel très froid, disiez-vous. Ceux-là, oui, les magmas granitiques ou rhyolithiques. Ils sont tellement visqueux qu'ils piègent les gaz. La pression monte, 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 Jusqu'à l'explosion. voilà, jusqu'à ce que tout explose. Ce sont les éruptions explosives, très dangereuses. Ça pulvérise la roche en cendres fines, ça projette des blocs énormes. Impressionnant. Ça peut former des dômes de lave très épaisses qui bouchent la sortie ou même vider la chambre magmatique au point que le sommet du volcan s'effondre. Ça crée une immense dépression, une caldeira. Et entre les deux, il y a les magmas intermédiaires, andésitiques. Exactement. Viscosité moyenne, comportement mixte. Ils donnent souvent des stratovolcans. Les montagnes coniques classiques. Oui, comme le mont Fuji par exemple. Ils alternent des phases explosives, qui déposent des couches de cendres et de blocs, et des phases plus effusives, avec des coulées de lave. Des coulées plus épaisses et moins étendues que les coulées basaltiques par contre. Ce magma finit toujours par refroidir et redevenir solide, formant ce qu'on appelle les roches ignées. Où est-ce que ça se passe, ce refroidissement? Alors il y a deux grands cas de figure. Soit le magma atteint la surface et il refroidit alors très vite, à l'air libre ou sous l'eau. On parle alors de roches volcaniques ou extrusives. Et l'autre cas? Soit il reste piégé en profondeur sous des kilomètres de roches qui l'isolent. Il refroidit alors très très lentement. Là, on parle de roches plutoniques ou intrusives. Il y a des intermédiaires? Oui, parfois il se coince dans des fissures entre la profondeur et la surface. Ça forme des filons. Le refroidissement est, intermédiaire. On parle de roches filoniennes ou hypabyssales. Et la vitesse de refroidissement, ça change quoi concrètement dans la roche finale? Sa texture? Ça change tout au niveau de la texture, oui, c'est-à-dire la taille et l'arrangement des cristaux. Un refroidissement très lent en profondeur. Ça laisse le temps aux cristaux de grossir. Exactement. Ça laisse le temps aux atomes de s'organiser, de construire de grands cristaux bien formés. C'est typique des roches plutoniques, comme le granit. On voit bien les différents minéraux à l'œil nu. La roche a un aspect grenu. Et si ça refroidit vite en surface? Alors là, pas le temps de faire de beaux cristaux. Si le refroidissement est quasi instantané, le liquide se fige en un verre volcanique. Une matière amorphe, sans structure cristalline. Comme l'obsidienne. Précisément, l'obsidienne, cette roche noire et vitreuse. Souvent, c'est un peu moins rapide, juste assez pour former de minuscules cristaux, invisibles à l'œil nu. Ça donne une texture microcristalline, typique du basalte. D'accord. Et parfois, on a un mélange. Quelques gros cristaux qui avaient eu le temps de commencer à se former en profondeur. Les phénocristaux? Oui, les phénocristaux, qui se retrouvent piégés dans une pâte à petits cristaux ou même vitreuse formée lors de l'éruption rapide. Ça, c'est la texture porphyrique. Et la pierre ponce alors? Elle est pleine de trous? Ah oui, ça c'est quand le magma était riche en gaz. En arrivant en surface, la pression chute. Les gaz s'échappent en faisant des bulles, qui restent figées dans la roche en refroidissant. C'est la texture vacuolaire ou vésiculaire. La pierre ponce est tellement pleine de vide qu'elle flotte. Fascinant. Donnons quelques exemples pour fixer les idées. Côté roche plutonique, celle formée en profondeur.
Alors, le plus connu, c'est le granit. Clair, riche en quartz et feldspath, typique de la croûte continentale. Oui. Si on va vers des compositions moins riches en silice, on trouve la diorite, puis le gabbro, qui est plus sombre, riche en minéraux ferromagnésiens. Et tout en bas de l'échelle. Encore plus basique, on a la péridotite, verdate, c'est la roche principale du manteau supérieur, en fait. Et leurs équivalents volcaniques, ceux qui se forment en surface. Alors le granit donne la rhyolite en surface, la diorite donne l'andésite. Le fameux magma des stratovolcans. Exactement. Le gabbro donne le basalte, la roche volcanique la plus abondante sur Terre. C'est elle qui forme le plancher océanique et aussi de grands épanchements sur les continents. Et l'obsidienne, la pierre ponce. Ce sont aussi des roches volcaniques, bien sûr, mais on les définit surtout par leur texture très particulière. Vitreuse pour l'obsidienne, vacuolaire pour la pierre ponce. Bien, on a suivi le magma depuis sa naissance jusqu'à sa solidification. Mais l'histoire des roches ne s'arrête pas là. Elles peuvent être transformées par la suite sans même fondre. C'est le métamorphisme, c'est ça? Exactement. Le métamorphisme, c'est l'ensemble des transformations que subit une roche préexistante, on l'appelle le protolithe, quand elle est soumise à des conditions de température ou de pression différentes de celles où elle s'est formée. Mais sans fondre. C'est la clé. C'est la clé. Ça se passe à l'état solide. Imaginez une poterie. L'argile crue, c'est le protolithe. Elle est transformée par la cuisson, la chaleur, en une céramique dure et résistante, la roche métamorphique. Mais l'argile n'a pas fondu. Qu'est-ce qui change concrètement dans la roche pendant ce remaniement? 3 choses principales peuvent se produire. Premièrement, les cristaux qui existent déjà peuvent grossir. C'est la recristallisation. Il fusionne un peu. Oui, un peu comme des grains de sucre qui s'agglutinent dans un pot de confiture qu'on réchauffe. Deuxièmement, si la pression est dirigée, c'est-à-dire plus forte dans une direction, Comme quand on écrase quelque chose? voilà. Les minéraux qui sont plats ou allongés, comme les micas par exemple, vont avoir tendance à s'aligner, perpendiculairement à la pression. Ça crée une structure en feuillet ou en bande. C'est ce qu'on appelle la foliation. Ah, c'est ça la foliation. On voit ça dans les ardoises. Tout à fait. Dans les ardoises, les schistes, c'est très visible. Et la troisième transformation? C'est la naissance de nouveaux minéraux. On appelle ça la néoformation ou blastèse. Les atomes se réarrangent pour former des minéraux qui sont plus stables dans les nouvelles conditions de pression et température. Comme si on changeait les ingrédients d'une recette en cours de cuisson? C'est une bonne image, oui. Pour s'adapter à la nouvelle température du four, on change un peu la recette. Qu'est-ce qui déclenche ce métamorphisme? Plutôt la chaleur ou la pression? Ou les deux? Les deux jouent un rôle, souvent combinés, mais parfois l'un domine l'autre. La chaleur est l'agent principal près des intrusions de magma chaud. On parle de métamorphisme de contact. Le magma cuit les roches autour. C'est ça. La chaleur est aussi importante dans les zones d'étirement de la croûte, comme les dorsales océaniques. Là, c'est plutôt un métamorphisme hydrothermal, avec l'eau chaude qui circule. Et la pression? La pression, elle, est dominante dans les zones de collision de plaques ou de subduction. Là, on parle de métamorphisme régional. Des masses énormes de roches sont enfouies et comprimées. La pression joue aussi le long des grandes failles. On parle alors de métamorphisme dynamique. Et on peut savoir à quel point la roche a été transformée? Il y a des degrés de métamorphisme? Une intensité? Oui, tout à fait. On parle de métamorphisme de bas grade, moyen grade et haut grade. Un peu comme des niveaux de cuisson, peu cuit à point très cuit. Et comment on mesure ça? On a des thermomètres et des manomètres naturels. Ce sont certains minéraux qu'on appelle minéraux index. Ils n'apparaissent que dans des conditions de pression et température bien spécifiques. Par exemple? Par exemple, la présence de chlorite, ça donne souvent une couleur verte aux roches. Ça indique un bas grade. Si on trouve du grenat, on est plutôt dans un grade moyen. Et la silimanite, elle, ne se forme qu'à haute température, donc elle indique un haut grade. Donc en trouvant ces minéraux, on peut reconstituer l'histoire de la roche. Exactement. On sait à quelles conditions, pression, température, elle a été soumise. Par contre, attention, le quartz, par exemple, est très commun, mais il est stable sur une large gamme de conditions. Donc, ce n'est pas un bon minéral index. Il ne nous dit pas grand-chose sur le grade. D'accord. Donnons quelques exemples de roches métamorphiques courantes, en commençant peut-être par celles qui ont cette fameuse foliation, cette structure en feuillet. Alors, si on part d'une roche argileuse, comme une boue solidifiée, type argilite ou pellite, si on augmente progressivement le métamorphisme, on obtient d'abord l'ardoise. À grains très fins, elle se débite en plaques, les ardoises de toiture. Ah oui, bien sûr. Si on chauffe un peu plus, on a la phyllade. Elle est un peu plus brillante, avec un aspect un peu soyeux.
Ensuite, on arrive au micaschiste. Là, on voit bien les paillettes de mica qui brillent. Souvent, il y a aussi des grenats dedans. D'accord. Et enfin, à très haut grade, on a le gneiss. Lui, il présente des lits clairs et sombres bien distincts. Un rubannement très caractéristique. Impressionnant cette évolution. Et s'il n'y a pas de foliation, toutes les roches métamorphiques ne sont pas feuilletées. Non, non, ça arrive si la roche de départ n'a pas les bons minéraux pour s'aplatir. Par exemple, un grès est quasi uniquement de grains de quartz rond, ou si la pression n'était pas fortement orientée mais plutôt uniforme. Et ça donne quoi comme roche connue alors? Alors, deux exemples très connus. Le quartzite, qui vient d'un grès riche en quartz qui a été métamorphisé. C'est une roche extrêmement dure, très résistante. Les grains de quartz sont comme soudés entre eux. Et le deuxième? Le marbre, qui vient d'un calcaire métamorphisé. Il est composé de calcite recristallisé, souvent en gros grains brillants. Et il fait effervescence si on met une goutte d'acide chlorhydrique dessus, comme le calcaire. Ah oui, le marbre des statues. Exactement. On peut aussi mentionner la serpentinite, une roche souvent verdâtre qui vient de la transformation de roches du manteau. Les péridotites, quand elles sont altérées par de l'eau chaude, typiquement près des fonds océaniques. On a parlé de pression, de force. Abordons justement la déformation des roches. Comment elles réagissent quand elles sont poussées, tirées, cisaillées par les mouvements des plaques tectoniques? Eh bien, leur réaction dépend de plusieurs facteurs. La nature de la roche elle-même, bien sûr, mais aussi la température, la pression ambiante, ce qu'on appelle la pression de confinement, et aussi la vitesse à laquelle on applique la force, la contrainte. C'est comme pour un matériau ordinaire en fait. Oui, un peu comme de la pâte à modeler ou du verre. Si on tire doucement sur de la pâte à modeler chaude, haute TOT, faible vitesse, elle s'étire, elle se déforme de façon continue, ductile. C'est le comportement plastique. Et si on tape sur du verre froid? Si on tape d'un coup sec sur du verre froid, basse température, haute vitesse, il casse net. C'est le comportement fragile ou cassant. Les roches, c'est pareil. Donc en profondeur où il fait chaud? Où il fait chaud et où la pression est forte, elles ont tendance à se déformer de façon ductile. Ça donne des plis. Et près de la surface? Près de la surface, où c'est plus froid et moins confiné, elles ont plutôt tendance à casser. Ça donne des fractures, des failles. Parlons des plis d'abord. Ces ondulations spectaculaires qu'on voit parfois dans les montagnes. Exactement. Les plis sont le résultat d'une déformation ductile, le plus souvent due à une compression. Quand les roches sont compressées lentement, Il y a différents types de plis. oui, on distingue les formes en chapeau de gendarme, bombées vers le haut, on parle d'anticlinal, si on sait que les roches au cœur du pli sont les plus vieilles. Et les formes en cuvette, creusées vers le bas, les synclinaux, si les roches au cœur sont les plus jeunes. Anticlinal en A, synclinal. Ça descend. Un bon moyen mnémotechnique. C'est ça. Et quand ça casse, les failles. Alors, les failles. Quand la roche casse sous l'effet d'une contrainte, on a une fracture. Si les deux blocs rocheux de part et d'autre de la fracture ne bougent pas l'un par rapport à l'autre, c'est une simple diaclase. Une fissure, quoi. Juste une cassure. Voilà. Mais si les blocs bougent l'un par rapport à l'autre le long de la fracture, alors là, c'est une faille. Et le type de mouvement va dépendre du type de contrainte. Quels sont les principaux types de failles? Alors, si les roches sont étirées, sous tension, c'est typique des zones où la croûte s'amincit, comme les rifts. On a des failles normales. Normal. Oui. Le bloc qui est au-dessus du plan incliné de la faille, on l'appelle le toit, descend par rapport au bloc qui est en dessous le mur. C'est normal que ça descende quand on tire. D'accord. Et si on comprime? Si les roches sont comprimées, c'est l'inverse. Le bloc du dessus, le toit, monte sur celui du dessous, le mur. On parle de faille inverse. Logique. C'est typique des zones de collision, comme les chaînes de montagne. Ça participe à l'épaississement de la croûte. Quand l'angle de la faille est très faible, on parle de chevauchement. Et le troisième type? C'est quand les blocs coulissent horizontalement l'un par rapport à l'autre. Ni montée, ni descente, juste un glissement latéral. Ça, c'est dû à un cisaillement. On parle de faille de décrochement. Comme la célèbre faille de San Andreas en Californie. Exactement. C'est un exemple parfait de faille de décrochement. Tout ça, magma, volcan, métamorphisme, plis, failles, ça construit finalement les grands paysages, les grandes structures de notre planète. Peut-on lier rapidement ces processus aux grandes unités qu'on observe? Absolument. On peut voir ça comme un cycle. Les zones les plus anciennes et stables des continents, ce qu'on appelle les boucliers,
Comme au Canada ou en Scandinavie? Oui, par exemple. Ce sont en fait les racines très anciennes, très érodées, d'anciennes chaînes de montagnes. Elles sont pleines de roches métamorphiques et plutoniques de cette époque lointaine. Parfois, elles sont recouvertes de sédiments plus récents. On parle alors de plateformes. C'est très stable. Et les zones actives aujourd'hui? Ce sont les orogènes, les chaînes de montagnes récentes. Elles se forment aux limites de plaques convergentes. Si deux continents entrent en collision, comme l'Inde et l'Asie, L'Himalaya. voilà, ça donne des montagnes immenses, avec beaucoup de plis, de failles inverses, de chevauchements et du métamorphisme très intense. Si un océan passe sous un continent, comme pour les Andes, On a une cordillère volcanique. exactement, une chaîne de volcans très active, une forte compression, bordée par une fosse océanique profonde. Et si deux plaques océaniques convergent, ça donne des arcs insulaires, comme le Japon, avec aussi du volcanisme et des fosses. Et là où les plaques s'écartent. Comme dans l'Atlantique. Là, ce sont d'anciennes zones de rift qui sont devenues des bords de continents. On les appelle des marges passives. Elles sont maintenant éloignées des limites actives. Il n'y a plus de volcanisme ou de séisme majeur. On y trouve surtout d'épaisses couches de sédiments qui s'accumulent. On a couvert énormément de terrain, ou plutôt de souterrain aujourd'hui. C'est incroyable de voir comment tout s'enchaîne, de la fusion des roches en profondeur à la création des volcans et des montagnes en surface, en passant par la transformation intime des minéraux. C'est vraiment toute une dynamique interne. Oui, oui. Et ce qu'il faut vraiment retenir, je pense, c'est que tout est connecté. La tectonique des plaques, c'est vraiment le grand moteur qui orchestre tout ça. C'est elle qui décide où et comment le magma va se former, quel type de volcanisme on aura, où les roches vont être cuites et transformées par le métamorphisme, et où elles vont être pliées ou cassées par les contraintes. Une sorte de chef d'orchestre global. C'est exactement ça. Comprendre ces liens, c'est fondamental pour lire l'histoire qui est inscrite dans les paysages, et aussi pour comprendre où chercher certaines ressources géologiques, par exemple. Et ça amène une dernière pensée. On parle de processus qui prennent des millions d'années, des échelles de temps qui nous dépassent complètement. Mais leurs effets sont bien là, présents, aujourd'hui, et pas seulement quand il y a une éruption ou un séisme. Tout à fait. Alors, peut-être que la prochaine fois qu'on se promène, qu'on voit une montagne, une falaise, ou même juste un caillou, on pourrait essayer de regarder ça d'un autre œil, se demander quelle partie de cette immense histoire géologique, cette petite roche ou cette colline est-elle en train de nous raconter? Quelles traces subtiles de cette activité interne peut-on déceler? C'est une excellente question à garder en tête. Merci beaucoup d'avoir plongé avec nous dans les profondeurs fascinantes de la Terre. C'était passionnant. Merci à vous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle exploration.